matinale Tocsin, 7h30, 8h30, à la volée. Et tout de suite, nous recevons donc Rémi Tel, fondateur du collectif Peuple Libre, essayiste, auteur de À l'encre du néant aux éditions du Verbe Haut. Et surtout, vous venez de rééditer, Rémi Tel, La chute de Prométhée, édition du Verbe Haut, que je vous montre ici. Alors, La chute de Prométhée, vous l'aviez déjà présenté à mon micro, peut-être pas sur ces ondes-là d'ailleurs, Rémi Tel. Mais c'est, pour résumer, vous savez, c'est Prométhée qui dérobe le feu sacré de l'Olympe aux dieux pour le remettre aux humains. Donc cette idée, c'est de se prendre pour un dieu aujourd'hui dans notre société contemporaine. Il se trouve qu'il y en a de plus en plus qui tentent de faire ça dans notre société également. On peut penser à Elon Musk, on peut penser à d'autres. Et puis, justement, dans ce tout contrôle, il y a cette question de l'identité numérique sur laquelle je voulais vous poser des questions, Rémi Tel. Je vous rappelle à vous tous, chers amis, que le Premier ministre Michel Barnier, d'ailleurs, il l'avait répété dans une interview sur TF1 avant de le faire dans son discours de politique générale, il veut lutter contre la fraude sociale. Jusqu'à là, tout va bien. Bon, je vous rappelle sa petite phrase. Je voudrais aussi m'attaquer à un sujet qui coûte beaucoup d'argent, qui est celui de la fraude fiscale, bien sûr, mais aussi de la fraude sociale. Voilà, donc fraude sociale, mais comment? Et ça, il l'explique dans la tribune dernièrement, là, ce dimanche, en adossant la fraude sociale, en adossant les cartes vitales, aux cartes d'identité numérique. Donc là, on commence à avoir un plan qui se dessine. Le Parisien est allé un petit peu plus loin. Je donne les informations du Parisien. Les pouvoirs publics plancheraient sur une intégration de la carte vitale dans France Identité, vous savez, la plateforme. L'objectif est de relier les deux cartes dans leur version dématérialisée, a confirmé Matignon au Parisien. Je rappelle qu'il y a déjà une application gouvernementale qui est accessible sur les smartphones, qui permet de mettre cette carte nationale d'identité électronique, la CNIE, aux cartes de la dématérialiser et de la relier à son titre d'identité, donc qui serait aussi électronique, et même à son permis de conduire. Tout ça avec l'information concernant l'euro numérique, vous savez, sur laquelle planche aussi l'Union européenne. Christine Lagarde est allée un peu plus loin récemment. Christine Lagarde, directrice de la Banque Centrale Européenne, qui admet que l'euro numérique pourrait servir aussi et être contrôlé. You're introducing the electronic euro, as I know. Yeah. So yeah. How can switching to an electronic currency help? Now we have in Europe this threshold. Above 1,000 euros, you cannot pay cash. If you do, you are on the grey market. You take your risk. You get caught, you are fined, or you go in jail. But you know, the digital euro is going to have a limited amount of control. There will be control, you're right. You're completely right. We are considering whether for very small amounts, you know, anything that is around 300, 400 euros, we could have a mechanism where there is zero control. But that could be dangerous. The terrorist attacks on France back 10 years ago were entirely financed by those very small anonymous credit cards that you can recharge in total anonymity. Voilà, donc on entend Christine Lagarde, pour ceux qui n'ont pas pu lire la traduction, qui explique que, en effet, l'euro numérique, il y aura bien un contrôle. Normalement, au-dessus de 1 000 euros, on ne peut plus payer en cash, c'est considéré comme du marché noir. Et que donc on paye en euros numériques et que l'euro numérique, pour les petites sommes, normalement, il ne devrait pas y avoir de contrôle. Mais même pour ça, elle considère que c'est dangereux. Donc il faut bien tout contrôler puisque les terroristes utilisent aussi ces virements numériques à petites sommes. Donc on voit bien ici, la pieuvre étendre, je reprends cette image de tout à l'heure, ces tentacules de contrôle, que ce soit l'identité, que ce soit le social, que ce soit l'euro. L'identité numérique et surtout le contrôle prend sa place. Voilà, Rémi Tel, introduction à la chute de Prométhée et ce contrôle numérique aujourd'hui. Oui, nous vivons une grande crise de la liberté aujourd'hui qui se dégrade sur deux plans. D'un côté, un mode liberticide et les sujets que vous venez de passer en sont l'illustration. Et de l'autre, un volet libertaire. C'est-à-dire que vous deviez présenter un QR code pour accéder à votre appartement dans certaines zones de Paris cet été pendant les Jeux Olympiques. Mais une fois sur votre balcon, vous avez pu admirer les danseurs nus, mimant dans des postures lascives la scène. Il faut contrôler l'homme pour le changer, pour le dénaturer. Il faut le dénaturer pour pouvoir
le changer. Et je crois que c'est ce que ce mouvement illustre. Alors toujours avec des bons prétextes. Et d'ailleurs, dans cet échange de Christine Lagarde, je crois qu'elle avait été piégée par un hacker qui s'était fait passer pour Volodymyr Zelensky. Et c'est intéressant parce que elle semble de bonne foi finalement, en se parlant entre personnalités publiques partageant de nombreux intérêts communs, de dire que pour lutter contre le financement du terrorisme, contre le financement des narcotrafics, pour lutter contre le blanchiment d'argent de façon générale, il est important aujourd'hui, au-dessus de ces 300, de ces 400 euros, de mettre en place ce contrôle. Tout ça ouvre une brèche dans les démocraties et en état de droit. L'anonymat des paiements et l'anonymat des achats est fondamental, comme l'anonymat d'ailleurs de l'espace public qui est en train d'être remis en cause par les caméras augmentées, par exemple. Donc on est vers toujours sur ce chemin d'illibéralisme de plus en plus prononcé au sein du monde occidental. Caméras augmentées qui étaient déjà mises en place, mais de manière, on va dire, sous forme de test, et qui ont été validées, le projet en tout cas validé depuis les JO. Donc maintenant on connaît la méthode, c'est-à-dire que on met en place un dispositif qu'on présente comme provisoire et puis on le pérennise. J'écoutais la chronique de Guy de Lafortelle et me souvenant par là même que l'impôt sur le revenu, par exemple, avait été mis en place en 1914 et c'était censé être une contribution exceptionnelle à l'effort de guerre. On voit que ça a duré un peu plus longtemps que prévu. Comme les autoroutes, quoi. Tout Exactement. est exceptionnel, à chaque fois on est pris au jeu. Oui, mais donc finalement, le problème aussi dans cette espèce de grosse machine qui avance et de plus en plus liberticide, comme vous le rappelez, c'est qu'on ne voit plus trop comment l'homme peut résister, Rémy-Tel. C'est compliqué parce qu'il fait vraiment office de rouage dans cette société techno-totalitaire. Et donc sa liberté est nécessairement de plus en plus restreinte, puisque pour que la machine fonctionne, la grande machine qui est la société des machines, comme disait Bernanos, il faut que les rouages soient ajustés et donc que la liberté humaine soit la plus restreinte possible. On nous éduque à obéir tous les jours. Pour venir vous voir, j'ai traversé les bouchons parisiens. Je suis toujours très étonné par la docilité absolue des automobilistes qui n'empruntent pas la voie réservée aux JO, etc. Et qui ont leur petite vignette critère, etc. On est domestiqué à bas bruit, si vous voulez, depuis fort longtemps, parce que cette société réunit beaucoup d'hommes, parce que les interactions y sont complexes, et que donc elles doivent être régulées. Et la régulation traditionnelle, qui était celle du groupe social, où on se connaît, et la réputation, en fait, sert de mode de régulation, ne tient plus aujourd'hui. Puisque qu'on a ouvert les frontières. Exactement, et que les échanges, la plupart des interactions sociales, sont des interactions entre des inconnus. Et donc ça nécessite la mise en place de ces normes indifférenciées, impersonnelles, et qui, in fine, créent un monde absolument invivable. Est-ce que vous dites invivable, et je reviens sur Prométhée et la chute de Prométhée, puisque c'est quand même la fin de l'histoire de Prométhée. Est-ce que vous pensez aussi que l'homme, enfin en tout cas cette société des machines, va à sa perte, ou c'est l'homme qui va à sa perte? Tout ça est compliqué à dire. On sent quand même qu'il y a une forme de fébrilité de ce monde techno-totalitaire. La preuve, puisqu'il s'est engagé dans une sorte de fuite en avant pour éliminer, aspirer, mettre de côté le grain de sable, en fait, dans la machine qui peut enrayer cette machine, ce grain de sable étant la liberté humaine. Ce qui est compliqué, c'est que les arguments des tenants de ce monde sont émotionnellement très mobilisateurs. La question du terrorisme, la question de la lutte contre la délinquance, la grande délinquance, c'est un exemple que je prends souvent, mais si demain on propose de pouvoir mettre une petite puce ou un petit badge à votre enfant pour le retrouver en cas d'enlèvement, c'est compliqué pour un parent aussi de dire... Ça prend aux tripes. Exactement, de dire non, je le fais pas, je préfère la liberté, quitte à prendre le risque d'affronter ce drame-là. Et dans une société où le débat public, parce que la liberté d'expression s'éteint peu à peu, en dehors de quelques espaces comme celui-ci, où le débat public ne permet plus de penser ces enjeux,
il y a fort à parier que l'émotion l'emporte sur Vous la l'avez dit, raison puis il y et a le sur terrorisme, il y a l'anticipation. l'épidémie générale. Vous n'avez pas le droit, au nom de la santé de votre ami, de ne pas suivre les recommandations du gouvernement. Sécurité, ça va très loin. santé, environnement. Ce sont les trois défis mobilisateurs aujourd'hui des opinions publiques et qui permettent de faire accepter à peu près n'importe quoi. Donc, pour continuer ce cheminement de pensée, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a deux voies. Il y a ce retour à une forme d'enracinement, une rébellion face à cette société qui se met en place. Reconstruire peut-être aussi des liens réels avec nos voisins et nos communautés. Et puis, c'est ces hommes-machines qui se développent de plus en plus. Et là, on arrive toujours aussi d'ailleurs à cette éternelle question qu'on se pose sur Elon Musk, qui d'un côté est le partisan d'une liberté de parole qui nous fait du bien à nous autres, et de l'autre continue d'avancer sur le chemin de l'homme pucé. Oui, alors déjà, ce monde-là présente des reflets terrifiants. Parce que la technologie aujourd'hui permet de sélectionner tout simplement dans l'immense quantité d'informations qui sont produites chaque jour, ce qui est le plus capable d'indigner, de sidérer dans une logique purement commerciale, et c'est l'économie de l'attention qui a été bien décrite par ailleurs, ce qui ne signifie pas que ces reflets du réel nous donne une vision catastrophiste. C'est-à-dire que c'est bien le chemin que nous sommes en train de prendre, qui aujourd'hui n'est pas généralisé. J'habite dans un petit village. Dans ce village, fort heureusement, on n'a pas de caméra algorithmique, on n'a pas de QR code pour rentrer chez soi, etc. Il n'empêche, c'est bien une tendance générale. La question étant de savoir si ces communautés l'emporteront face au rouleau compresseur du système. Je crois quand même qu'il est pris aujourd'hui dans des contradictions qui rendent possible une forme d'effondrement. On évoquait tout à l'heure la question de la dette. L'État-providence au XXe siècle permet aussi d'absorber la brutalité, la violence de ce monde un peu techno-totalitaire. Et on se trouve aujourd'hui dans une situation 3 000 milliards de dettes, des transferts sociaux qui dépassent tout ce qu'on avait pu imaginer. Et donc, ça ne tient plus, ce qui signifie que la béquille de ce système-là, qui était paradoxalement l'État-providence, contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent, est en train de tomber. C'est peut-être aussi une chance pour la liberté humaine. Quel est votre message, vous, Rémy Tell, aujourd'hui, et le message que vous avez peut-être souhaité passer dans votre livre « La chute de Prométhée », qui est réédité, je le rappelle, aux éditions du Verbe le message que vous souhaitez passer à nos auditeurs et aux Français en général face à ce déclin, on va dire, déclin ou apogée de la société des machines? Bernanos, à nouveau, disait de la modernité qu'elle était un complot contre la vie intérieure. Et on a beaucoup à gagner en retrouvant cette vie intérieure, en recentrant aussi. J'ai fait une conférence ce week-end avec un certain Valentin Schirmer, que je crois que vous connaissez bien ici. Et il appelait, et je crois qu'il a raison, à se méfier aussi du tout politique. La politique ne peut pas prendre toute la place. Il faut faire de la place dans nos vies pour autre chose, cultiver son jardin, lire des livres, concentrer ses efforts sur l'éducation des enfants. En fait, c'est une forme, la famille est une forme de politique oui. et de résistance parce que c'est ce sur quoi la politique n'a pas prise. Exactement. Voilà. Et donc ça, je ne sais pas si c'est une solution absolument définitive, mais j'y crois beaucoup. Je pense aussi, je parlais de Cuistre à multiplier les citations, Victor Hugo disait « Sauvons la liberté sauve le reste ». Je crois aussi qu'il s'agit là d'un enjeu absolument fondamental et que d'un point de vue politique, la liberté, c'est retrouver évidemment sa souveraineté au niveau européen. Mais il y a aussi un sujet en France, je crois, sur un nécessaire grand acte de décentralisation. Et pour vous dire les choses vraiment telles que je les pense, on est arrivé au bout du modèle de 5e République et l'actualité le montre tous les jours. C'est peut-être aussi le moment de commencer à gamberger, à phosphorer entre nous, en se disant, s'il y avait un autre régime, quel serait-il? Et à titre personnel, j'espère que ce serait un régime qui pourrait rompre avec cette espèce de jacobinisme qui écrase la France, qui écrase les territoires.
et un régime beaucoup plus décentralisé. Donc ça, c'est une façon concrète de mettre en œuvre la liberté et de multiplier les possibles et de diminuer surtout les chances de voir ce rouleau compresseur comme ça nous écraser tous. Et c'est intéressant parce que vous disiez il faut revenir faire des enfants. On voit bien que toutes les, les propagandes, les communications, les débats actuels poussent à ne plus faire d'enfants. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Les jeunes font de moins en moins d'enfants, refusent de faire des enfants. Vous parliez aussi de cultiver son jardin. Comme c'est drôle, on voit de plus en plus de messages, d'études. Là, j'en ai une sous les yeux qui dit que cultiver son jardin est fortement émetteur de CO2. Donc, il serait quand même bon d'arrêter de cultiver son jardin. Donc, finalement, même ce que vous appelez comme une solution non politique est aujourd'hui attaquée par cette société. Et les réponses que vous nous donnez sont déjà elles-mêmes en danger, finalement. Oui, parce que tout ce qui échappe au système lui fait terriblement peur. Oui. Et la réalité, c'est que on est lié par tant de canaux, qu'il s'agisse des téléphones, qu'il s'agisse des cartes bancaires, qu'il s'agisse tout simplement de trouver un travail qui lui-même prend part à ce monde-là et qui permet de nourrir ses enfants. Donc on a des fils à la patte un peu partout. Il y a des moyens de faire autre chose. Ce système-là tente effectivement d'étouffer ces initiatives. Et je crois que c'est en Australie aussi ou en Nouvelle-Zélande peut-être, où il y avait eu même des politiques vraiment de condamnation aussi pour les Néo-Zélandais qui cultivaient justement leur jardin. Et à nouveau, dans cette histoire de décentralisation, vous voyez que quand on est dans un pays décentralisé, il est beaucoup plus difficile institutionnellement d'imposer une vision des choses, une vision unique des choses à tout le monde. Et c'est pour ça que c'est aussi une opportunité laissée à la liberté et à d'autres alternatives de fleurir. Donc, en conclusion, Rémy Tel, cultiver aussi l'esprit de rébellion par rapport à ce qui nous est imposé d'en haut. Et La Chute de Prométhée, lisez-le, relisez-le aux éditions du Verbeo. Merci beaucoup, Rémy Tel. Pardon d'avoir été très en retard. C'est le jeu de la radio. Et je pensais qu'on pourrait récupérer derrière, mais vous êtes pressés. À très bientôt, en tout cas. Et puis, je rappelle également votre autre livre, À l'encre du néant, aux éditions du Verbeo. À très bientôt à vous tous, chers amis sur Tocsin. On était extrêmement nombreux ce matin encore pour un lundi matin. Plus de 5000 sur YouTube, 1400 sur les autres plateformes. Je vous rappelle que vous pouvez aussi nous écouter sur Facebook, sur X, sur Twitch, sur notre site internet et encore en podcast. Dans tous les cas, vous mettez vos pouces, vos cœurs, vos étoiles. Et surtout, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je rappelle qu'on a besoin de vos dons et surtout réguliers. Et pour ça, un seul clic, toxin-media.fr et soutien derrière. On a besoin de vos soutiens parce que je vous le rappelle, nous n'existons que grâce à vous seul. Merci à vous tous et à demain, 7h30.